Aujourd'hui, sur France Boulogne, la question que tous les Français attendent. Venez, venez. Monsieur. Ah oui, bonjour. Pouvez-vous répondre à la question? À quoi sert la philosophie d'après vous? La philosophie. Moi j'ai travaillé ça en terminale, vous savez, la philosophie, quoi ça peut bien servir? C'est un art, c'est de la masturbation intellectuelle la philosophie, je ne sais pas moi, il y a des hommes qui se creusent les méninges, ça sert à réfléchir sur les choses de la vie, ce sont des choses intelligentes. Ok, ferme ta gueule. Et vous monsieur? À quoi la philosophie sert d'après vous? C'était France Boulogne, à vous les studios. La pensée bourgeoise consiste à accepter sommairement sans s'attacher précisément aux détails, l'essentiel des faits contre quoi les hommes s'élèvent, et à les justifier et à les effacer par de hautes raisons. Tout son effort consiste à découvrir des valeurs lointaines capables de transfigurer les apparences prochaines, de les oublier et de les détruire enfin. Elle lance des nuages de raison comme un croiseur émet un écran de fumée. Cette philosophie est la philosophie qui a toujours quelque chose à cacher, qui doit toujours faire croire que le monde n'est point tout ce qu'il paraît être. Le naïf croit voir sosie, mais sosie était un dieu. Des distinctions les tirent de tous les mauvais pas où les engageraient des questions insidieuses. Sans doute la guerre fut-elle apparemment inhumaine, sans doute put-elle à bon droit paraître injustifiable à qui juge sur ses sens, mais il faut redresser le jugement comme l'esprit doit redresser le bâton apparemment brisé dans l'eau. La guerre possédait un sens éthique qui rachète ses apparences. La guerre devenue idée, objet guerre, disparaît. La guerre ne fut point cette série de combats, d'incendies, ces entassements de morts répugnantes, de jours d'ennui et d'assassinats, de ces vagues de gaz, ces couteaux, les nettoyeurs des tranchées, cette vermine et cette crasse humaine que les combattants connurent. Et la lutte du droit contre la force, mais la bataille de Descartes contre Machiavel, de Bergson contre la machine allemande. Non point un jeu sanglant au profit des fabricants d'armes, mais une croisade philosophique, mais une bataille d'esprit. À quoi sert la philosophie? Étrange question provenant d'un type qui fait des vidéos de philosophie sur internet. Cependant, cette question n'est pas sans intérêt, et elle se pose très souvent dans tout parcours philosophique. De nombreux penseurs en arrivent à douter d'eux-mêmes. Il arrive même, très franchement, et il a dû vous arriver, à tout élève de terminale, en cours de philosophie, de regarder son professeur, de regarder sa copie, puis de regarder son manuel, et de se demander « mais qu'est-ce que je fais là ? À frotter mon cuir contre le bois de ma chaise, à quoi ça sert de réfléchir sur des généralités alors qu'on pourrait vivre complètement la vie au lieu de la penser? Parce que penser la vie, c'est peut-être s'en détourner. Penser la vie, c'est peut-être la perdre. Peut-être qu'on perd son temps à essayer de penser, à essayer de prendre notre minuscule petit cerveau pour essayer de penser des choses qui sont beaucoup trop molles, beaucoup trop incertaines et pas compréhensibles pleinement et saisissables par l'esprit humain. Certaines choses doivent peut-être être vécues plutôt que pensées, et peut-être que la philosophie a énormément de limites et ne serait qu'un maigre amusement de jeune homme. C'est impensif en philosophie de reprocher aux philosophes d'être inutiles. On l'observe dans l'Antiquité avec Socrate, auquel on reprochait souvent d'être un enfant, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'extrêmement marginal, bon, pas jusqu'au point de Diogène, effectivement, mais d'être quelqu'un de plutôt retiré de la vie publique et qui, s'intéressant à des idées très éloignées comme qu'est-ce que la vraie justice, ne participe pas à la vie publique et même aller jusqu'à remettre en cause les fondements de la cité et donc d'être quelqu'un d'extrêmement antisocial. Le philosophe est antisocial. Il est plutôt quelqu'un qui détruit les modèles, qui détruit les préjugés, qui détruit les systèmes de pensée banals et primordiales, qui nous invite à penser autrement et qui insinue le doute dans les mentalités. Souvent, le philosophe, d'ailleurs, est quelqu'un qui est souvent à l'écart de l'objet qu'il étudie. C'est pour ça qu'il n'a pas souvent grand intérêt au maintien de ces choses. C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, un philosophe pourrait très bien dire « on ne peut jamais être heureux ». Cette pensée peut avoir des implications extrêmement graves. Dire à une société que personne ne peut être heureux amène un sentiment d'angoisse et d'anxiété dans toute la société. Mais ça, le philosophe, il ne s'en préoccupe pas. Parce que le philosophe est un penseur, quelqu'un qui étudie l'objet et qui se détourne, au nom de la vérité, se détourne de tous les intérêts pratiques pour se tourner vers les purs intérêts de la vérité. Autre question. Est-ce que la philosophie est même possible? C'est vrai que je parle de philosophie sans vraiment préciser ce que c'est, de le définir. On pourrait définir la philosophie comme étant une méthode de pensée vers la vérité. La vérité étant ce qui est réellement au-delà de notre vie, au-delà de l'expérience que nous avons de notre vie. Si on se réfère au premier grand philosophe, Platon, la philosophie a pour base cette rupture, ce hiatus qu'il y a entre la pensée et le corps. La pensée doit s'élever pour
voir au-delà de ce que perçoit le corps, parce que le corps nous trompe. Mais bon, ça c'est une première base. Bien sûr, maintenant la philosophie est complètement éclatée, on pourrait même considérer la philosophie comme étant simplement le premier objet d'étude, la prime pensée, le débauche de la vérité qui sera complétée par la science. C'est vrai que maintenant la position de la philosophie dans l'épistémologie, dans la recherche de la vérité est beaucoup plus marginalisée. Maintenant que les sciences sont là pour donner beaucoup plus de réponses que la philosophie n'a jamais pu donner. C'est à partir de ce développement que je vais introduire le penseur du jour qui n'est pas un philosophe, enfin moi je le considère comme un philosophe mais qui est un professeur de philosophie et dont nous en parlons de son livre, Les chiens de garde, c'est Paul Nizan, qui est un pamphlétaire. C'est-à-dire que le chien de garde, c'est un pamphlet, c'est-à-dire que ce n'est pas un essai de philosophie. Un pamphlet, qu'est-ce que c'est? C'est un court texte. Si on voulait citer Paul-Louis Courrier, c'est un texte d'une ou deux pages, recto verso. Mais un pamphlet, c'est un texte extrêmement acide et souvent violent et virulent, littéraire et assez peu mesuré, qui s'attaque à un sujet. Et le sujet qu'attaque Paul Nizan dans Les chiens de garde, c'est: est-ce que la philosophie peut sauver les gens? C'est exactement la question que je pose dans cette très longue introduction. C'est déjà le premier intérêt de ce livre, c'est de péter les préjugés des philosophes eux-mêmes, qui sont normalement censés être des casseurs d'idoles, hein, comme Nietzsche. Paul Nizan est un marxiste. Le marxisme, c'est pas ce que dit Marx. Il faut comprendre qu'il y a ce que dit Marx, qui est un penseur économiste, historien extrêmement ondoyant, qui a écrit énormément de choses, donc la matière marxiste est extrêmement vaste. Hein. Et après, il y a toutes les interprétations suivantes qui seront faites du travail de Marx. Bon, Paul Nizan est un marxiste, on va simplifier. C'est un penseur matérialiste et social. Alors, matérialiste, on l'avait déjà expliqué avec Épicure, c'est la pensée selon laquelle il n'y a pas d'âme, tout est ce qui est et tout est corps. Dans la pensée marxiste, le matérialisme, c'est de penser que tout est déterminé par des causes sociales. Tout individu qui se présente a des sources sociales, est déterminé par son milieu social, il ne peut pas se détacher de lui-même par sa volonté, par son âme, etc., par sa pensée. Pour Paul Nizan, la société c'est simple. Il y a deux catégories seulement, les prolétaires et les bourgeois. Qu'est-ce qui définit ces deux groupes? Les bourgeois sont les propriétaires du capital et donc les exploiteurs. Les prolétaires sont les propriétaires de leur seule force de travail. Comment est-ce que les bourgeois exploitent les prolétaires? Ils les font travailler en machine et leur volent la marge, c'est-à-dire une part de production qui reviendrait aux prolétaires comme étant les seuls propriétaires de la force de travail, comme étant les seuls qui travaillent réellement et donc qui apportent de la valeur à l'objet qu'ils produisent, mais que les bourgeois s'arrogent en justifiant de la possession du capital et donc d'un droit de profit. Donc on voit bien que les intérêts de ces deux groupes sont absolument antagonistes. Chacun lutte pour obtenir le grisby, ou la plus grosse part du profit obtenu par l'objet. Bon, quel rapport avec la philosophie? C'est que Paul Nizan, il analyse la philosophie comme étant un objet social. Ça veut dire parcouru par cette même tension entre bourgeois et prolétaires. La philosophie est un outil au service de la bourgeoisie. En tout cas, une certaine philosophie. On va le voir plus tard, il va nuancer son propos. Donc, même quand la philosophie s'élève à un niveau d'universalisme, quand elle parle de justice avec un grand J, d'égalité avec un grand E, de liberté avec un grand L, elle ne fait jamais que parler de justice avec un petit J bourgeoise, de égalité avec un petit E bourgeois, et de liberté avec un petit L bourgeois. La liberté qu'elle promeut, c'est la liberté économique, la liberté d'entreprendre. C'est une liberté qui arrange bien les bourgeois, parce que comme ça ils peuvent faire leurs affaires. L'égalité, elle n'est pas du tout géométrique, mais elle est simplement arithmétique, ce qui n'intéresse pas du tout les prolétaires, parce que, bon, si on a les mêmes droits, c'est bien, mais il faudrait quand même les mêmes ressources. Paul Nizan, c'est quelqu'un qui est très très en colère. Ça l'énerve beaucoup, ce système où des bourgeois se mettent à parler aux prolétaires en faisant comme si ils leur parlaient d'égal à égal, alors qu'évidemment l'inégalité persiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va commencer à faire une étude de qu'est-ce qu'un philosophe à son époque. C'est quelque chose de plutôt évident, mais qui est intéressant à dire, c'est qu'en fait un philosophe à son époque, c'est quelqu'un qui est plutôt de classe aisée, c'est quelqu'un qui vient de milieux éduqués, qui va dans les meilleures écoles, qui lit les classiques, qui a du temps pour se consacrer à ces activités-là, qui n'a pas besoin de travailler, qui est entretenu par sa famille, qui peut aller aux écoles normales, faire l'X, etc. Des gens comme Bergson, Brunswick, des penseurs donc, qui sont eux bourgeois, éminemment bourgeois. Les bourgeois ne peuvent pas s'arrêter à une domination économique et par les machines des hommes. Ils doivent aussi passer par une domination spirituelle. C'est-à-dire que pour Paul Nizan, la religion est tombée et les bourgeois l'ont remplacée avec la philosophie. La philosophie est un appareil qui permet de montrer les bourgeois sous leur meilleur jour et surtout d'inspirer aux masses les valeurs bourgeoises de justice, de liberté et d'égalité. La Première Guerre mondiale qui a été défendue par les philosophes, par la plupart des philosophes, qui disaient que cette guerre était juste, notamment Bergson, parce qu'on s'opposait au mal, au despotisme allemand, qui était vu comme étant le grand dragon qui allait dévorer la France. Mais pour Paul Nizan, tout ça, c'est de la propagande. Ce qui ourdit derrière les philosophes qui nous parlent de justice et de république,
C'est les intérêts des financiers et des entrepreneurs qui, eux, veulent prendre la part du lion sur l'Allemagne quand elle sera vaincue. La philosophie endort les masses, elle leur dit de ne pas faire la révolution, d'accepter la justice, d'endurer leur sort. C'est ça qui énerve Paul Nizan, c'est que la philosophie, ça paraît être une sorte de pis-aller au mal de notre vie sur Terre. En fait, on se détourne du monde qu'on vit pour se tourner vers le monde des ombres, le monde invisible des idées. Et ce monde des ombres, lui, est créé par les prêtres philosophes qui créent toutes ces histoires, même sans s'en rendre compte, et en y croyant même parfois eux-mêmes. Je pense que Paul Nizan pense vraiment que Bergson, Brunswick croient à leurs histoires quand ils les racontent, croient à leur concept de durée, à leur concept de justice éternelle, et à tout leur néoplatonisme. Ils y croient vraiment, mais ils ne savent pas qu'en vérité, ils ont été éduqués par la bourgeoisie, et donc ils donnent un discours bourgeois aux prolétaires. Et les prolétaires eux-mêmes mangent ça comme du bon pain. Paul Nizan arrive à un dernier chapitre qui s'appelle « Défense de l'homme ». Paul Nizan n'est pas vraiment anti-philosophique, c'est un philosophe, éminemment. Simplement, en fait, il s'oppose à une certaine philosophie. La philosophie qui pourra sauver les hommes, et les hommes, en fait, parce que Paul Nizan est quand même quelqu'un d'extrêmement cruel, pour lui, les seuls hommes qui existent, c'est les prolétaires et non pas les bourgeois. Les bourgeois ne sont pas des hommes, il faut le savoir, ça, les bourgeois ne sont pas des hommes. La seule philosophie qui pourra sauver les hommes, c'est la philosophie marxiste-léniniste. Donc tout ce que vous devez lire pour vous sauver, cher auditeur, c'est le Capital de Marx et tous ses autres bouquins, et puis l'État et la Révolution, tout ça. Vous lisez ça et vous serez sauvé. Bon, en fait, ce que fait Paul Nizan, c'est un avertissement. En fait, il ne faut pas être dupe de la philosophie. Je pense que c'est ce que nous apprend ce livre. La philosophie, c'est très mignon, mais il est parfois intéressant de la considérer comme un objet social. Et quand un philosophe arrive à la télévision et vous regarde avec ses jolis yeux et sa chemise ouverte, on peut se demander d'où il vient. On peut se demander quels sont ses intérêts. Évidemment, les procès d'intention, c'est pas bien. Et puis, il faut pas faire l'attaque ad hominem, il faut quand même rester quelqu'un de probant. Mais il faut quand même se rappeler d'où viennent les personnes, d'où viennent les philosophes qui vous parlent, et que c'est que la philosophie est quand même un passe-temps de gens aisés. Vous avez le temps de regarder cette vidéo. On n'est pas dans les champs de riz en Chine. Je crois que c'est la grande leçon que je retiens de Paul Nizan, c'est qu'il faut se méfier des systèmes. Un philosophe qui détruit quelque chose, c'est toujours un philosophe qui n'a pas d'intérêt. Qui aurait un intérêt à détruire quoi que ce soit? Bon, à part Marx qui déconstruit le système capitaliste, il a un intérêt parce que derrière il construit un système communiste. Il faut quand même se méfier des philosophes qui détruisent des choses, mais il faut toujours se méfier d'un philosophe qui construit quelque chose. Et là, je voudrais en venir, ça va être un peu de la partie opinion personnelle que je n'aime pas beaucoup, mais que je vais quand même partager ici. Depuis le 7 janvier, les événements dramatiques, blablabla, bon, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, je vais pas ajouter mon grain de sel là-dessus. Une seule chose, beaucoup de penseurs, surtout d'écrivains, d'historiens et quelques philosophes se sont mis à dire « Mais tiens, c'est bizarre, pourquoi les philosophes ne sont pas intervenus ?» Et oui, les philosophes n'étaient pas là. Pas mal de philosophes se sont tus. Le lendemain du 7 janvier, on a eu pas mal d'écrivains, je ne sais pas philosophes, les gens qui ont pris leur plume dans les journaux. Par du temps, c'était plutôt des mémorialistes, des historiens. Pas mal d'historiens ont fait leur travail, expliqué d'où venait la liberté d'expression, et c'était très bien, ils ont très bien fait leur travail. Mais on se demandait où étaient les philosophes. Et bien moi je dirais que les philosophes étaient à leur place. Ils se taisaient. Moi je pense que le silence des philosophes est parfois intéressant. Un philosophe qui se tait, c'est pas un philosophe qui ne fait rien, c'est un philosophe qui se tait, et il faut le considérer comme ça. D'autre part, on a commencé à demander aux philosophes de construire des choses. On a demandé aux philosophes de commencer à parler pour essayer de défendre la République. Et on s'est un peu fourvoyé sur les philosophes. Les philosophes ne sont pas des agents d'État, ce ne sont pas des écrivains publics. Les philosophes sont des philosophes. Ça paraît très bête de le dire, mais ça va me permettre d'étendre ma définition de la philosophie. La philosophie, c'est penser. Et penser, c'est détruire. Ça paraît très radical de dire ça, et c'est une certaine vision de la philosophie, vous pouvez ne pas la partager. Mais pour moi, un philosophe, il n'est pas là pour défendre et prendre son petit drapeau et défendre des valeurs. Il est là pour questionner les valeurs, questionner les préjugés et les détruire. Et je suis désolé, mais la liberté d'expression, c'est tout aussi intéressant qu'il y ait des types qui la défendent, comme des gentils écrivains engagés, et des hommes politiques, et des gens qui l'expliquent son origine, comme les historiens, et des gens qui la détruisent. Les philosophes sont entre l'historien qui explique ses fondements, et qui, en disant ses fondements, peut montrer son arbitraire, et parfois son côté relatif, et l'écrivain qui, lui, va essayer de lui donner des louanges et lui donner un sens. Le philosophe détruit pour donner du sens, et détruit aussi pour montrer le non-sens. Je pense que c'est important que la philosophie reste un art de détruire, un art de l'explosion, un art de la conflagration, parce que si les philosophes se mettent rassurer, protéger les choses, on va se retrouver avec une société immobile. Est-ce qu'il y a du sacré? Je sais pas. Je sais pas s'il y a du sacré, je sais pas si la liberté d'expression est sacrée. Le problème, c'est qu'aussi, quand on commence à créer du sacré, ça crée des guerres. Ce qui est à l'origine des guerres, c'est le sacré. C'est quand on commence à faire du sacré. Je pense pas que ce soit une bonne idée de commencer à tous se braquer autour de valeurs qu'on va commencer à verrouiller à fond. Je sais très bien que tout le monde va commencer à rétorquer qu'il y a des valeurs absolues. Oui, il y a des valeurs absolues. Mais cet absolu, il n'est pas à la portée des philosophes. Les philosophes, ils ne s'intéressent pas à l'absolu. Ils le cherchent. Mais quand vous lisez Platon, ils ne trouvent jamais l'absolu.
Il le trouve jamais. Quand il parle de justice, il dit jamais la justice c'est ça. Il définit à peine. Enfin, vous pouvez trouver peut-être 2-3 passages, vous me trouverez 2-3 passages que j'ai oubliés où il dit la justice c'est ça, mais plus tard dans le livre il va commencer à dire ah non en fait c'était pas ça, je me suis trompé. Et c'est ça la philosophie, c'est dire je me suis trompé. À partir du moment où on peut plus se tromper, à partir du moment où on demande au philosophe d'être sûr, le philosophe meurt, la philosophie meurt. À partir du moment où on lui demande d'être certaine, à partir du moment où on lui demande de protéger quelque chose, une idée, on lui demande de ne plus avancer, le philosophe n'a plus d'intérêt à faire ça. La philosophie est un art de combat, mais pas contre les gens. Contre les préjugés, contre les systèmes préconçus, contre toutes les idées toutes faites, contre toutes les valeurs qu'on a depuis longtemps, contre la coutume, contre tout ce qui existe, contre les institutions. Et tout le monde veut être un constructeur, personne ne veut être stérile. Ça n'intéresse pas les gens d'être stériles. Mais la philosophie est stérile. Et ça, il faut s'en rendre compte. Je pense que les gens ont pas mal oublié ce que c'était que la philosophie. Parce que, bon, si on a des systèmes comme les systèmes de Kant, mais on se rend compte quand même que c'est des systèmes qui, à la base, sont quand même pas mal destructeurs. On peut pas empêcher les humains de construire, enfin... On peut pas marcher sur des marais. La philosophie, c'est pas un absolu. Ça va pas nous apporter forcément le bonheur, ça va pas forcément nous apporter la sécurité, ça va pas forcément nous apporter les réponses. La philosophie, c'est un grand coup de poing donné au savoir.